Il y avait, à Beaune-la-Rolande, un endroit qui ne portait aucun nom et qui n'apparaissait sur aucune carte. Un angle mort du camp où l'on n'envoyait pas les vivants pour les garder en vie, mais pour les laisser disparaître sans bruit. Pas de registre, pas de visite, pas de croix peinte sur une porte, seulement des barbelés rouillés, des bâches déchirées et une paille humide où l'on déposait celles qui n'étaient plus utiles. En plein hiver 1943, quand le froid du Loiret durcissait le sol comme une dalle, des femmes françaises trop faibles pour tenir une aiguille ou porter un bac étaient retirées du comptage quotidien comme on rature une ligne. Elles n'étaient ni transférées, ni officiellement condamnées. On les effaçait. Maïs Rouvray comprit cela le jour où ses jambes cessèrent d'obéir. Elle avait été couturière à Orléans avant la guerre, une vie de tissu et de doigts précis, puis 3 années de travail forcé avaient grignoté sa force, sa chair et finalement sa verticalité. La 3e fois qu'elle s'effondra devant la machine, le surveillant allemand ne cria même pas. Il fit un signe bref, comme on demande qu'on débarrasse, et 2 gardiens la saisirent sous les bras. Autour d'elle, les autres continuèrent de coudre en silence, non pas indifférence, mais parce que lever les yeux était déjà un risque. Dans le couloir glacé, Maïs sentit encore une chaleur lointaine au centre de son corps, comme un reste de fièvre, mais ses membres semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Elle essaya d'appeler, sa voix sortit en souffle, avalée par l'air froid. Quand ils la jetèrent sur la paille, au milieu de silhouettes immobiles dont certaines respiraient encore, l'idée se posa en elle avec une clarté terrible. Ici, on ne la tuerait pas vite, on la laisserait s'éteindre. La bâche au-dessus d'elle claquait doucement, laissant tomber une poussière de neige qui fondait sur ses cheveux. Aucun bol, aucune eau, aucun pas à l'intérieur. Seulement, au crépuscule, l'ombre d'un soldat passant près de la clôture, un regard rapide, puis le vide à nouveau. Maïs fixa le ciel gris à travers une déchirure et s'accrocha à une question simple, presque enfantine. Combien de temps peut-on rester quelqu'un quand le monde a déjà décidé qu'on n'est plus rien? Le 4e jour, l'ombre s'arrêta. Maïs, allongé sur le côté depuis des heures, sentit d'abord le changement dans l'air avant de le voir. Le pas ne continua pas, le froissement d'un manteau se suspendit et un silence plus lourd que les autres s'installa, comme si le camp lui-même retenait son souffle. À travers les barbelés, un soldat allemand regardait la zone d'isolement sans la regarder vraiment, le visage fermé, le corps immobile, la posture de ceux qui ont appris à n'être qu'une fonction. Il s'appelait Ernst Keller, 30 ans, genoux abîmés, pas de gloire au front, seulement des rondes, des ordres, des listes, une fatigue morale qu'il ne nommait jamais. Il ne venait pas ici par courage, il venait parce que ses pas le menaient là, et qu'il n'arrivait plus à faire comme si cet endroit n'existait pas. Il balaya l'espace du regard, vit des corps qui respiraient encore, comme on respire au bord d'un gouffre, et ses yeux s'arrêtèrent sur Maïs, non parce qu'elle était différente, mais parce qu'elle avait les yeux ouverts, lucides, fixés sur le ciel, comme si elle refusait de s'éteindre en silence. Il tourna légèrement la tête, vérifia la cour, les baraquements, la trajectoire d'une patrouille. Puis il repartit sans un mot. Maïs pensa d'abord qu'elle avait rêvé. La faim rendait tout incertain. 2 heures plus tard, il revint. Pas de geste héroïque, pas de discours, seulement un quignon de pain noir roulé dans un chiffon sale. Il s'accroupit près de la clôture, glissa le paquet sous les fils avec la pointe de sa botte et s'éloigna aussitôt comme s'il déposait un objet perdu, comme s'il voulait que rien de lui ne reste accroché à cet acte. Maïs regarda le pain longtemps. Elle n'avait même pas la force de tendre la main. Le temps passa, la lumière tomba, le froid mordit plus fort. Puis, avec une lenteur douloureuse, elle se traîna sur les coudes, centimètre par centimètre, la paille collant à sa peau, la gorge brûlant. Quand ses doigts touchèrent enfin le chiffon, elle le serra comme on serre une preuve. Le pain était dur, amer, mais il descendit dans son ventre comme un premier retour au monde. À cet instant,
Sans connaître son nom, sans même voir clairement son visage, Maïs comprit qu'elle n'était pas totalement effacée. Quelqu'un avait choisi de la voir. Et dans un camp où voir était déjà dangereux, cette simple décision avait le poids d'une condamnation. Ernst, en s'éloignant, sentit son cœur battre plus vite que pendant n'importe quel exercice militaire. Il savait que nourrir une inutilisable n'était pas une bonté, c'était une faute. Dans cet univers, l'humanité n'était pas seulement rare, elle était surveillée. Et quelque part, au milieu des baraquements, des yeux plus ailés que les autres commençaient déjà à compter ses pas. Les jours suivants, un rituel fragile se forma dans l'ombre. Chaque soir, à une heure jamais tout à fait fixe, Ernst repassait près de la clôture avec quelque chose de dissimulé dans sa main. Un morceau de pomme de terre froide, un peu d'eau dans une gourde, parfois une croûte de pain trempante. Mais ses mains le trahissaient. Elles tremblaient légèrement lorsqu'il poussait la nourriture sous les barbelés, et ce tremblement contenait toute la tension d'un homme qui savait marcher au bord d'une ligne invisible. Maïs attendait ces instants avec une lucidité douloureuse. Son corps reprenait à peine quelques forces, assez pour s'asseoir un moment, pour avaler sans vomir aussitôt, pour sentir que la vie persistait en elle comme une braise têtue. Autour d'elle, pourtant, la zone d'isolement continuait son travail silencieux. Une femme âgée murmurait sans cesse le prénom de sa fille, jusqu'à ce que sa voix s'éteigne un matin, sans transition. Une autre, jeune et fiévreuse, tremblait des heures entières avant de rester immobile, les yeux ouverts sur un point que personne ne voyait. Les corps étaient retirés sans cérémonie, remplacés par d'autres traînés là comme des objets cassés. Maïs observait ce cycle avec une clarté presque cruelle. Elle savait que la nourriture d'Ernst ne la sauvait pas vraiment, elle ne faisait que retarder une mécanique conçue pour ne jamais s'arrêter. Et pourtant, ce retard avait un poids immense. Chaque bouchée était à la fois une promesse et une dette. Elle comprenait confusément que cet homme risquait quelque chose pour elle, quelque chose qu'elle ne pouvait ni mesurer ni partager. Cette pensée la rongeait autant qu'elle la soutenait. Pendant ce temps, dans le baraquement des soldats, un autre regard s'attardait sur Ernst. Le caporal Friedrich Baum, ambitieux et attentif à tout ce qui pouvait devenir un levier, remarquait la régularité suspecte de ses détours. Il plaisanta d'abord devant les autres, des remarques légères sur les fantômes que certains allaient visiter la nuit. Les rires couvrirent la gêne, mais Friedrich ne riait pas vraiment. Il observait, mémorisait les horaires, notait les absences. Ernst sentit cette surveillance diffuse s'installer comme un froid supplémentaire sous sa peau. Il aurait pu s'arrêter, personne ne l'y obligeait. Il lui suffisait de détourner le regard une fois, puis deux, et le rituel se dissoudrait de lui-même. Mais chaque soir, quand il repensait aux yeux ouverts de Maïs fixant le ciel gris, quelque chose en lui refusait cette facilité. Alors il revenait, et à chaque retour, la corde sur laquelle il avançait se tendait un peu plus. Février s'abattit sur le camp avec une brutalité sèche. Le froid descendit bien en dessous de zéro et transforma la zone d'isolement en une étendue rigide où même la respiration semblait gelée avant de quitter les lèvres. La bâche, déjà déchirée, céda davantage sous le poids de la neige, ouvrant des plaies par lesquelles le vent s'engouffrait sans obstacle. Maïs dormait recroquevillée, les genoux contre la poitrine, serrant contre elle chaque parcelle de chaleur comme un trésor dérisoire. Ses doigts devinrent bleus, engourdis, et cette absence de sensation l'effraya plus que la douleur. Autour d'elle, 3 femmes cessèrent de respirer au cours d'une seule nuit. Le matin, leur corps était raide, poudré de givre, les visages figés dans une fatigue définitive. Ernst remarqua ce changement lors de ses rondes. La vapeur des souffles au-dessus de la paille se faisait plus rare. Il comprit que sans protection supplémentaire, Maïs ne survivrait pas longtemps. Un soir, profitant d'un moment d'inattention dans le dépôt, il subtilisa une vieille couverture militaire promise au rebut. La laine était trouée, rêche, mais c'était une barrière contre la mort blanche. Il la roula sous son manteau et attendit la nuit. Lorsqu'il la glissa sous les barbelés, Maïs était trop faible pour la saisir. Une autre prisonnière rampa jusqu'au tissu et le tira vers elle avant de s'effondrer.
Ce simple geste créa une onde silencieuse parmi les femmes encore conscientes, une preuve que quelqu'un, de l'autre côté, refusait leur effacement. Pour Ernst, en revanche, cette nuit marqua un seuil. Donner du pain pouvait encore se cacher derrière l'excuse d'un oubli. Introduire du matériel était une infraction claire. En regagnant sa couchette, il sentit une tension sourde s'installer dans sa poitrine. Il savait qu'il venait de rendre son acte visible pour quiconque chercherait à voir. Et quelqu'un cherchait déjà. Friedrich Baum observait avec une attention redoublée. Les allées et venues de Ernst, ses absences brèves mais régulières, formaient désormais un schéma trop net pour être ignoré. Dans le froid du baraquement, entre deux plaisanteries forcées, Friedrich notait mentalement chaque détail. Pendant ce temps, Maïs sentit pour la première fois depuis des semaines une chaleur relative se répandre sous la couverture. Ce n'était pas le confort, seulement une mince distance entre elle et le gel. Mais cette mince distance suffisait à raviver en elle une peur nouvelle, celle de survivre assez longtemps pour voir celui qui l'aidait payer le prix de sa bonté. La maladie arriva sans prévenir, comme une seconde armée entrant dans un corps déjà assiégé. La toux de Maïs commença sèche, irritante, puis se transforma en convulsion profonde qui lui déchirait la poitrine. Chaque respiration ressemblait à une lame glissante entre ses côtes. La fièvre monta vite, sa peau brûlait tandis que l'air autour d'elle restait glacé, et cette contradiction la plongeait dans un état de demi-délire où les visages des autres femmes se brouillaient. Elle avait vu cette progression chez d'autres, d'abord la toux, puis la fièvre, puis le silence. Sans soin, sans chaleur, la pneumonie était une sentence presque certaine. Ernst le comprit dès la première nuit où il la vit trembler sous la couverture, les lèvres sèches, les yeux brillants d'une lueur fiévreuse. Il apporta plus d'eau, risquant davantage à chaque passage, cherchant dans les cuisines des restes de soupe qu'il dissimulait maladroitement. Ses gestes devinrent plus fréquents, donc plus visibles. Dans le baraquement, les conversations se faisaient plus basses quand il entrait. Friedrich n'avait plus besoin de plaisanter. Il observait en silence, accumulant les preuves que mon empile du bois avant d'y mettre le feu. Maïs, dans ses rares moments de lucidité, comprit qu'elle était devenue le centre involontaire d'un piège. Chaque gorgée qu'elle avalait portait le poids d'un risque qu'elle ne pouvait partager. Elle aurait voulu lui dire d'arrêter, de se sauver lui-même, mais aucun mot ne franchissait la clôture. Autour d'eux, le camp continuait sa routine implacable. Les ateliers bourdonnaient, les listes se remplissaient, les morts étaient remplacés. Pourtant, dans cet engrenage régulier, la tension autour d'Ernst se resserrait comme un fil invisible. Lui le sentait à chaque regard détourné, à chaque question trop neutre. Il savait que le temps de l'équilibre fragile touchait à sa fin. Mais lorsqu'il revoyait Maïs lutter pour une respiration de plus, il découvrait en lui une obstination qu'il ne se connaissait pas. Il continuait, non parce qu'il croyait pouvoir la sauver, mais parce que arrêter aurait signifié accepter que sa mort soit une simple formalité. Et cette acceptation lui paraissait désormais impossible. La dénonciation arriva un matin de mars, silencieuse et définitive. Un rapport anonyme glissé sous la porte du commandant déclencha une mécanique administrative aussi froide que le climat. L'inspection de la zone d'isolement fut ordonnée dans l'heure. Lorsque les officiers écartèrent la bâche, ils trouvèrent la couverture militaire presque aussitôt. Le numéro de série, encore lisible, traçait un chemin direct vers le dépôt et vers Ernst. 3 jours plus tard, il fut convoqué. Dans le bureau étroit, la couverture reposait sur la table comme une preuve muette. On lui posa des questions simples. Il répondit sans détour. Oui, il avait apporté de la nourriture. Oui, il avait donné la couverture. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas regarder quelqu'un mourir sans rien faire. Sa réponse, dépouillée de toute défense, scella son sort. Il serait transféré vers le front de l'Est pour désobéissance grave. Pendant qu'il écoutait la sentence, une autre décision se prenait ailleurs dans le camp. La zone d'isolement devait être purgée pour effacer la faille révélée. Les femmes encore vivantes seraient retirées avant la nuit. Maïs entendit les bottes avant de voir les soldats.
La lumière grise inonda l'espace quand ils ouvrirent la bâche. Des mains la saisirent, la soulevèrent. La douleur explosa dans son dos lorsqu'ils la redressèrent. On la transporta à travers le camp jusqu'à une fosse creusée dans la terre gelée, déjà à moitié remplie de corps. La compréhension fut instantanée. Ils allaient l'y jeter vivante. Une terreur brute la traversa. Au moment où le vide s'ouvrait sous elle, quelque chose en elle refusa. Elle se tordit, griffa le sol, poussa un cri rauque qui figea le soldat. Après une hésitation tendue, le supérieur modifia l'ordre. Trop visible. Elle serait placée à l'infirmerie jusqu'à ce que la mort fasse son travail. On la déposa sur un lit métallique dans une pièce vide de soins. La porte se referma. Personne ne viendrait. Pourtant, les heures passèrent, puis les jours. La fièvre monta et redescendit. La respiration resta fragile, mais persistante. Maïs ne mourut pas. Suspendue entre la vie et l'effacement, elle devint un problème que le camp préféra oublier. De son côté, Ernst attendait son transfert dans une cellule nue, ignorant tout de son sort. Cette ignorance le rongeait plus que la peur de l'Est. Il avait perdu sa place, sa sécurité, peut-être sa vie. Il ne savait pas si ce sacrifice avait servi à quelque chose. Mais dans le silence de la cellule, une certitude demeurait intacte. Il avait refusé de détourner les yeux. Et cette décision, minuscule face à la guerre, restait la seule chose qu'il ne regrettait pas. Le camp fut libéré en août 1944 par les forces alliées, plus d'1 an après que Maïs eût été laissé dans cette infirmerie oubliée. Quand les premiers soldats ouvrirent la porte du bâtiment délabré, ils trouvèrent un corps si maigre qu'il semblait déjà appartenir à l'ombre, mais encore animé d'un souffle. Maïs pesait à peine 40 kilos. Sa peau portait les traces de plaies anciennes et d'infections mal guéries, mais ses yeux s'ouvrirent à la lumière avec une lucidité intacte. Elle fut transportée vers un hôpital militaire où commença une convalescence lente, presque irréelle. Réapprendre à marcher, à avaler sans douleur, à parler sans que la voix se brise, demanda des mois. Les médecins parlaient de résistance exceptionnelle, de survie improbable. Maïs, elle, pensait à un homme dont elle ne connaissait que le geste. Dès qu'elle retrouva assez de force pour raconter, elle parla de ce soldat qui avait glissé du pain sous les barbelés, de la couverture qui l'avait séparé du gel. Les recherches d'après-guerre lui donnèrent enfin un nom, Ernst Keller, transféré vers l'Est au printemps 1943, disparu lors des combats autour de Koursk. Aucun retour, aucune tombe. Cette absence pesa sur elle comme une présence constante. Elle conserva la couverture réparée dans un coffre, preuve matérielle qu'il avait existé. Les années suivantes s'écoulèrent dans une vie reconstruite avec obstination. Mariage, enfants, atelier de couture rouvert à Orléans. Elle parlait rarement du camp en public, mais en privé, elle répétait toujours la même idée. Un homme avait choisi de ne pas détourner les yeux, et ce choix avait changé une vie entière. Chaque anniversaire de la libération ravivait cette mémoire double, gratitude et deuil mêlés. Pour Maïs, survivre signifiait porter aussi le souvenir de celui qui n'était pas revenu. En 1987, lors d'une cérémonie commémorative organisée sur l'ancien site de Beaune-la-Rolande, Maïs monta sur une petite estrade dressée devant un public silencieux. Elle marchait lentement, appuyée sur une canne, son corps gardant la mémoire du froid d'autrefois. Dans ses mains, elle tenait la couverture soigneusement pliée. Quand elle parla, sa voix n'était ni théâtrale ni tremblante. Elle décrivit la zone d'isolement, les femmes effacées sans nom, puis cet homme qui avait refusé de la laisser disparaître. Elle déplia la laine usée devant l'assemblée
et dit simplement que ce morceau du tissu lui avait offert 55 années de vie supplémentaires. Après sa mort, en 1998, ses enfants firent graver sur sa tombe la phrase qu'elle avait choisie. « Quelqu'un a refusé de me laisser partir ». Ernst Keller, lui, n'eut jamais de sépulture connue. Son nom subsista seulement dans quelques archives et dans la mémoire transmise par Maïs. Pourtant, entre ces deux destins inégaux, quelque chose demeurait intact. Leur rencontre silencieuse rappelait que même au cœur d'un système bâti pour effacer, un geste isolé pouvait préserver une part d'humanité irréductible. Le camp n'existe plus aujourd'hui, remplacé par des champs calmes où rien n'indique la souffrance ancienne. Mais l'histoire de Maïs et d'Ernst traverse ce paysage invisible comme une question persistante. Elle ne promet ni consolation facile, ni triomphe moral. Elle affirme seulement qu'au moment où tout incite à détourner les yeux, choisir de voir peut suffire à changer le cours d'une vie. Et tant que ce souvenir circule, tant que ce choix continue d'être raconté, leur bref lien ne disparaît pas. Il devient une frontière fragile, mais réelle, entre l'indifférence et le refus, une preuve que même dans les hivers les plus sombres, une décision humaine peut laisser une trace durable.